Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Il y a 5 ans, tout le monde s'en souvient, brûlait Notre-Dame de Paris, un événement qui a suscité une intense émotion collective comme rarement en France et qui laisse des traces au-delà de sa reconstruction. Bonjour Nathalie Hennick. Bonjour. Vous êtes sociologue, directrice de recherche au CNRS et vous publiez un ouvrage original, c'est un ouvrage collectif qui s'intitule Notre-Dame des valeurs, retour sur une émotion patrimoniale. Vous avez fait collaborer différents sociologues, différents professionnels des sciences humaines. Il y a aussi des intermèdes qui nous sont offerts par des personnages politiques, par exemple, avec différentes citations de la manière dont ils ont accompagné cet incendie, cet événement. Mais tout d'abord, le titre, qu'est-ce que ça veut dire Notre-Dame des valeurs ? Ça veut dire que pour comprendre l'émotion intense qui s'est déployée à ce moment-là, je pense qu'il faut passer par la question des valeurs, parce que une émotion, c'est le signe que quelque chose a été touché, qu'une valeur a été touchée, que ce soit positivement ou négativement. Et là, bien sûr, c'est négativement. Et donc, l'émotion est vraiment le signe des valeurs. Et donc, on a essayé de comprendre, avec ce petit collectif que j'ai constitué autour des réactions, de l'analyse des réactions à l'incendie, on a essayé de comprendre les raisons de l'émotion, émotions qui nous sont totalement familières parce que nous-mêmes les avons éprouvées, mais dont on n'a pas forcément la clé, la raison. Et la raison, elle passe par la question justement des valeurs que j'essaye d'étudier dans ma sociologie des valeurs. Mais oui, parce que au fond, il y a une forme de mystère là-dedans, Nathalie Hennick. J'ai par exemple l'affiche qui a été rédigée par Marie-Lise de Saint-Salvi et qui évoque le fait que cet incendie est un drame. Or, pourquoi est-ce un drame alors même, par exemple, qu'il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés dans cet incendie. Alors, pourquoi ce rapport à l'événement ? D'abord, c'est ce que Pierre Nora appellerait un événement monstre, c'est-à-dire un événement parmi les événements. Et ce qui définit un événement, c'est que ça fait date. Et tout le monde se souvient de ce qu'il faisait ce 15 avril au soir. Donc c'est vraiment plus qu'un drame, un événement. Mais pourquoi est-ce qu'on peut en parler comme quelque chose de dramatique ? C'est que même s'il n'y a aucun être humain qui a été touché, Notre-Dame est investie d'un statut que j'ai appelé un objet personne, c'est-à-dire il y a des catégories d'objets qui sont traités comme des personnes, qui sont perçues comme des personnes. Donc ça peut être des reliques parce qu'elles portent la trace d'une personne humaine, ça peut être des fétiches qui agissent comme une personne, ils nous émeuvent par exemple, ils nous font agir, et puis ça peut être les œuvres d'art qui sont typiquement des objets personnes. Or Notre-Dame est un objet personne parce que c'est à la fois une relique de ceux qui y ont travaillé, c'est un fétiche parce qu'elle nous fait agir, elle nous fait aller vers elle nous fait pleurer, etc. Et c'est aussi une œuvre d'art. Et en plus, elle contient des reliques, des fétiches et des œuvres d'art. Donc c'est vraiment un objet personne au carré. Et face à un objet personne, on vit toute atteinte à cet objet comme une forme de blessure. Et d'ailleurs, c'est dit par dans les propos qu'on a étudiés, blessure, souffrance, etc. C'est vraiment vécu comme une atteinte à une quasi-personne humaine. Moi, je pensais que les sociologues travaillaient sur la sécularisation, le fait que le sacré était justement de moins en moins présent sous sa forme religieuse. Or, Notre-Dame est un édifice religieux. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction, cette émotion suscitée justement par l'incendie d'une cathédrale ? C'est une question qui est vraiment au cœur de ce qu'on a pu étudier, c'est-à-dire qu'il y a une tension quasi permanente dans les propos qui ont été tenus, que ce soit par les prélats, que ce soit par les hommes politiques ou les citoyens ordinaires. Il y a tout le temps une tension entre la question de savoir si Notre-Dame appartient aux catholiques, est un objet de culte, relevant d'une dimension mystique, spirituelle, transcendantale, etc., ou bien si c'est un objet non pas de culte mais de culture, c'est-à-dire qu'elle appartient au patrimoine, et là ce sont plutôt des valeurs de type authenticité, beauté, rareté, ancienneté, etc., qui vont être mobilisées. Et il y a des querelles, on les voit alors
pas forcément dès le premier soir, parce que le premier soir, on est plutôt dans l'unanimité de la déploration, mais très vite, par exemple, les prélats vont exprimer leur indignation face au fait qu'on pourrait considérer que Notre-Dame, c'est avant tout un objet de patrimoine, alors que pour eux, évidemment, elle est un objet de culte. Et puis, très vite, on va voir des hommes politiques, notamment Jean-Luc Mélenchon, dont j'analyse une déclaration, expliquer que même des athées laïcs n'ayant rien à voir avec le catholicisme peuvent légitimement se sentir bouleversés par cet incendie parce que c'est un objet patrimonial qui renvoie à des valeurs civiques, qui représentent la nation, l'humanité, etc. Et oui, parce que au fond, il y a eu très peu de voix discordantes. Il y a eu une ou deux voix de personnes qui, d'ailleurs, ont été unanimement condamnées, qui ont expliqué que finalement, c'était des histoires du passé, que tant mieux, Notre-Dame était aujourd'hui détruite et qu'on pouvait avancer. Oui, alors elles étaient totalement exceptionnelles, ces voix discordantes. Très marginales. Voilà, très marginales. Le soir même, il y a eu vraiment une unanimité dans la déploration, et c'est ce qui se passe lorsque l'on pleure une personne défunte ou gravement blessée, une unanimité qui consiste à rappeler que Notre-Dame est une valeur au sens d'un bien, c'est-à-dire un objet auquel a été attribué de la valeur, au sens de importance, grandeur. Donc la valeur, c'est le premier sens du mot valeur. Le deuxième sens, c'est un objet, une valeur est un objet auquel on attribue de façon consensuelle et stable de la valeur, et ça, c'est ce qui aura été rappelé de façon répétitive toute la soirée en disant c'est un joyau, c'est un bien de l'humanité, etc. Et puis, il y a aussi le troisième sens du mot valeur, qui sont les principes au nom desquels on attribue de la valeur à quelque chose qui, du même coup, devient une valeur. Et donc, ces principes, et c'est là que les controverses vont se manifester. Est-ce que c'est un principe de valeur cultuelle, spirituelle? Est-ce que c'est un principe de valeur patrimoniale avec l'ancienneté, la beauté, l'authenticité? Et les controverses vont éclater le soir même. Lesquelles, justement? Alors, la première controverse, c'est celle relative aux dons. On se souvient qu'il y a eu des déclarations le soir même de milliardaires expliquant qu'ils vont donner beaucoup d'argent et faisant une sorte de surenchère dans le montant des dons qu'ils vont affecter à la reconstruction de Notre-Dame. Et là, très vite, il y aura une controverse sur est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux aider le petit patrimoine religieux de nos campagnes? Est-ce que ces dons ne vont pas être payés de fait par les Français du fait de la défiscalisation des dons? Et finalement, est-ce que les bénéficiaires des dons seront pas plutôt les donateurs que les donataires, puisque c'est leur réputation de grands entrepreneurs qui va en bénéficier? Est-ce que c'est la charité individuelle ou l'impôt public qui doit payer la reconstruction? Et là, on retrouve une vieille opposition entre la droite et la gauche. Donc ça va être un élément de controverse. Un autre élément, ça va être, et c'est très amusant, il y a un chapitre consacré à ça dans le livre, la question des selfies, parce que évidemment, des gens se prennent en selfie devant Notre-Dame en feu, dont notamment Jacques Lang, qui fait l'objet d'une bronca très ironique. Et là, une fois que les selfies sont postés sur les réseaux sociaux, arrivent toutes sortes de moqueries, d'ironies, etc., disant, mais enfin, pour qui vous vous prenez? Est-ce que vous croyez vraiment que votre tête en premier plan, c'est important, alors que Notre-Dame est en train de brûler? Donc il y a tout un débat autour des selfies. Et puis, alors, très vite aussi, il va y avoir des débats sur, par exemple, dans quel matériau la charpente doit-elle être reconstruite. Est-ce que c'est en bois ou est-ce que c'est en acier ou en béton? Et là, on éclaire ces débats d'experts à la lumière de cette sociologie des valeurs, puisqu'on voit que derrière les discussions sur le bénéfice de tel ou tel matériau, ce sont des valeurs qui sont en jeu. Oui, parce que le fait donc de considérer que cet événement est un drame, alors même que Notre-Dame va être reconstruite. Alors, Notre-Dame, c'est la même ou ça n'est pas la même après sa reconstruction, Nathalie Hennig? Ah c'est la vieille histoire du vaisseau d'Argos, une fois qu'on a remplacé toutes les planches du vaisseau, est-ce que c'est toujours le même vaisseau? Alors c'est toute la question de l'authenticité, et cette question de l'authenticité, elle va se jouer, et c'est un autre élément de controverse, autour de la reconstruction de la flèche, puisque il y aura ceux qui veulent la reconstruire, ceux qui ne veulent pas la reconstruire parce qu'ils estiment que la vraie authenticité de Notre-Dame, c'est Notre-Dame du temps où elle a été édifiée
sans la flèche, et d'autres vont dire il faut suivre la loi, c'est-à-dire la charte de Venise, qui impose aux responsables du patrimoine de reconstruire un objet abîmé dans le dernier état connu avant l'accident. Bon. Et c'est en effet ce qui va être retenu au terme d'énormes débats notamment juridiques lors du vote de la loi de juillet 2019, puisqu'il y a eu une loi d'exception qui a été votée autour de Notre-Dame, et on consacre dans le livre un chapitre aux discussions sur cette loi. Et donc cette question de l'authenticité, elle revient tout le temps. Mais l'idée de la moderniser, c'est-à-dire de considérer qu'un geste architectural supplémentaire pourrait justement apporter une trace de ce qu'a été notre époque pour les siècles futurs, comment la sociologue que vous êtes l'observe-t-elle, Nathalie? C'est une idée qui relève manifestement d'une totale manque de connaissance de la législation patrimoniale, puisque ça va à l'encontre de ce que je viens de dire sur la charte de Venise, et c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer pour un bâtiment ordinaire, mais qui pour un bâtiment patrimonial, surtout patrimoine de l'humanité, comme c'est le cas de Notre-Dame, n'est pas adéquat, évidemment, en tout cas d'un point de vue juridique. Et on voit cette question de la modernité, c'est très paradoxal, on est allé de découverte en découverte en écrivant ce livre, notamment la découverte que la question de la modernité, elle est avancée par les responsables de l'Église, paradoxalement, et non pas par les gens intéressés par la dimension culturelle de Notre-Dame. Mais cette question justement de la modernité et du patrimoine, si on décidait par exemple de mettre, je ne sais pas, une pyramide au cœur, par exemple, de la cour du musée du Louvre, est-ce que ça vous choquerait, Nathalie Hennig? Ça a été fait. Il me semble. Ça a été fait. Là, c'est toute d'autres valeurs qui entrent en jeu, puisque la pyramide a été construite au nom d'une valeur de fonctionnalité, une valeur, on l'appelle opératoire, pour faciliter l'entrée, etc. Il y avait un geste architectural. Mais évidemment, avec aussi un geste architectural qui a été évalué au nom de sa beauté, au nom de la question de l'authenticité. Et évidemment, comme vous le savez, ça a suscité énormément de controverses, parce que introduire de la modernité dans un site patrimonial est toujours problématique, et ça a toujours été le cas. Mais alors, est-ce que finalement, il y a l'argument juridique, et je l'entends bien entendu, mais est-ce que ça ne signifie pas que dans cette reconstruction, notre époque a été finalement moins audacieuse peut-être que le siècle précédent, qui effectivement était capable d'affronter des broncas sur l'architecture de tel ou tel lieu? Quasiment tous les grands travaux faits dans Paris ont donné lieu à de grandes polémiques. À de grandes polémiques, sauf qu'aujourd'hui, les polémiques sont tellement relayées par les médias et les réseaux sociaux que ça devient très vite des scandales, ou des affaires, voire des scandales, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, encore que la Tour Eiffel a fait l'objet du même type de protection. Le Centre Pompidou. Le Centre Pompidou, absolument. Donc on a toujours un petit peu cette querelle des anciens et des modernes, mais qui doit être comprise dans le contexte où elle s'est développée, et le contexte de Notre-Dame est un contexte très particulier. Nathalie Hennig, vous publiez cet ouvrage collectif Notre-Dame des Valeurs, retour sur une émotion patrimoniale aux presses universitaires de France. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. On va évoquer le présent de Notre-Dame et son passé en compagnie de l'historien Mathieu Lours, qui a publié Les cathédrales dans le monde chez Folio Histoire. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et nous évoquons Notre-Dame, l'incendie. 5 ans après, nous sommes en duplex avec l'historien Mathieu Lours. Bonjour. Bonjour. Vous avez publié Les cathédrales dans le monde, entre religion, nation et pouvoir, aux éditions Folio Histoire. Et puis, nous sommes ici même dans ce studio en compagnie de la sociologue Nathalie Hennig. Notre-Dame des Valeurs, c'est l'ouvrage collectif que vous avez dirigé aux presses universitaires de France. Stéphane Robert, mon camarade, vient d'évoquer dans son billet politique la résistance et le discours, l'action du président de la République qui s'est rendu dans la Drôme hier à Vassieux-en-Vercors. Justement, un mot là-dessus, parce qu'on a l'impression également qu'on a affaire à une forme de sacré républicain, alors même que la résistance pourrait être un objet finalement beaucoup plus polymorphe, avec des débats, des contradictions. Bref, on n'est pas forcément tous d'accord sur la résistance et le portrait qu'on en fait.
Oui, mais justement, la fonction d'une commémoration, c'est de rappeler qu'il y a une valeur qui doit être partagée par tout le monde, hein, c'est l'idée de l'universalité de la valeur, et d'une valeur qui porte là non plus sur une chose, sur un objet, mais sur des actes. Et ce qui est intéressant avec la question de l'attribution de valeur, c'est qu'elle peut porter aussi bien sur des objets, des actes, des personnes et des entités abstraites comme la démocratie, la paix, etc. Bon. Et donc là, on voit qu'il y a une sorte, en fait, c'est ce que j'avais appelé le patrimoine éthique à propos de ce qui s'est passé au Chambon-sur-Lignon, qui a été un haut lieu de refuge des Juifs Oui, parce que vous avez pendant la Seconde. travaillé sur le Chambon-sur-Lignon. Tout à fait, parce que c'est vraiment un endroit tout à fait emblématique de cette notion de patrimoine éthique, c'est-à-dire quelque chose qui doit être partagé, qui doit être à la fois reçu du passé et transmis aux générations futures, ce qui est la définition du patrimoine. Hein. Patrimoine, c'est pas seulement orienté vers le passé, mais aussi vers l'avenir. Et on l'a bien vu avec les débats autour de Notre-Dame. Qu'est-ce qu'on en fait, hein, qu'est-ce qu'on en fait dans l'avenir? Bon. Et là, on a vraiment la fonction de rappel civique par la commémoration d'une valeur partagée publique universelle, avec en plus, et ça a été dit par Stéphane Robert, mais aussi ça a été dit à propos de l'incendie de la flèche de Copenhague, une dimension symbolique. Et c'est très important, on ne voit pas d'attribution de valeur massive sans qu'il y ait le recours à la notion de sens, de signification, ce que j'ai appelé le registre herméneutique dans la typologie des 16 registres de valeurs que j'ai repérés en travaillant aussi bien sur la corrida, l'art contemporain, le patrimoine, etc. Il y a donc ce registre herméneutique qui relève de la capacité d'un objet, d'une chose, d'une action, d'une personne à susciter l'interprétation et à posséder du sens. Voilà. Mathieu Lours, vous êtes historien, vous observez Notre-Dame différemment. J'ai envie de vous demander tout d'abord en quoi Notre-Dame se distingue-t-elle des autres cathédrales que vous avez étudiées dans cet ouvrage que vous publiez sur les cathédrales dans le monde? Alors, il y a plusieurs échelles auxquelles on peut se placer, dans lesquelles on peut se placer pour répondre à cette question. D'abord, l'échelle nationale. En France, c'est la seule cathédrale qui ait survécu au changement de régime politique dans son rapport avec l'État. C'est-à-dire que Saint-Denis n'est plus un panthéon dynastique, Reims n'est plus la cathédrale des Sacres, mais Notre-Dame reste la cathédrale de l'exercice du pouvoir, quelle que soit finalement la forme que ce pouvoir prend, depuis le pouvoir de la monarchie sacrée d'Ancien Régime, des monarchies contractuelles du XIXe siècle, et puis de la République. Elle est propriété de l'État depuis 1790, et comme toutes les autres cathédrales de cette époque, mais elle reste, suivant la belle formule d'un chanoine du XVIIIe siècle, la paroisse de l'État, en quelque sorte. Dès que l'État a besoin d'une légitimité sacrée, qu'elle soit d'ailleurs catholique ou autre, c'est à Notre-Dame que ça se passe. Et ça place la France dans une position étonnante par rapport aux autres États européens du même type. L'Angleterre a une cathédrale nationale à Canterbury, qui n'est pas dans la capitale. L'Allemagne a construit une cathédrale nationale au XIXe siècle, qui est celle de Cologne, et s'est attribué une cathédrale nationale avec celle de Strasbourg. C'est là que Goethe avait vu l'âme allemande, et on sait quelles conséquences géopolitiques ça a pu avoir. Donc, à Paris, la cathédrale de la nation est dans la capitale. Il y a une continuité, quelle que soit la forme de l'État. C'est très particulier. Alors justement, Nathalie Hennick, on parlait de sécularisation, donc autrement dit cette action donc d'une société, en l'occurrence la société française, à se laïciser de plus en plus et même à réclamer sa laïcité. C'est quand même étonnant que notre pays conserve le point zéro des routes de France comme Notre-Dame. Alors qu'est-ce que c'est? C'est l'inconscient français? C'est le poids de l'histoire, hein. C'est la traîne de l'histoire qui fait que Notre-Dame continue à avoir cette dimension civique, hein. Mathieu Lours vient de le dire, et cette dimension, il y a aussi une dimension domestique qui est très intéressante, c'est-à-dire qu'elle a été qualifiée aussi comme le lieu d'une famille. Alors, la famille des Parisiens ou la famille des catholiques, hein, mais en tout cas, il y a cette dimension d'attachement aux proches qui est très importante, donc la dimension civique, je l'ai dit, et donc on a un objet porte en lui l'histoire des usages qu'il a permis, porte en lui l'histoire des valeurs qui lui ont été attribuées, et donc aujourd'hui on a cette sorte de concaténation entre des valeurs de type cultuel, religieuse, et puis
des valeurs de type civique avec le pouvoir d'État, puis des valeurs de type esthétique avec la dimension de la monumentalité et de la beauté, des valeurs de type patrimonial. Et donc, on ne peut pas parler globalement d'un mouvement qui irait vers la sécularisation parce que les différentes catégories de personnes et à l'intérieur même des personnes, les différentes catégories de valeurs que nous portons en nous sont multiples et sont quelquefois contradictoires, d'où les controverses que nous avons analysées dans ce livre. Mathieu Lours, maintenant, si l'on observe Notre-Dame en tant que telle, les spécificités de cette cathédrale, quelles sont-elles si on la compare aussi bien à la basilique de Vézelay, vous avez cité Reims, on pourrait parler de la cathédrale de Chartres également? Alors, si on se place dans le contexte de la fin du XIIe siècle, la première pierre aurait été posée en 1163, c'est la première cathédrale dont les dimensions et les formes monumentales répondent à un impératif qui s'écarte de la stricte hiérarchie ecclésiastique. Le diocèse de Paris, c'est un simple diocèse au XIIe siècle. Il dépend de l'archevêque de Sens. Et donc, on n'est pas censé trouver à Paris une cathédrale gigantesque. Néanmoins, le statut de Paris, ville la plus peuplée de la chrétienté, capitale du royaume de France, fait que l'évêque Maurice de Sully va entreprendre une cathédrale qui dépasse, je dirais, les règles de la hiérarchie ecclésiastique. Il commence en 1163, la plus grande cathédrale jamais construite en France. Elle a été dépassée ensuite au XIIIe siècle par Reims, par Amiens. Mais quand il la commence, c'est la plus grande. Elle est plus grande que celle de son archevêque, de celle de Sens, qui était la première cathédrale gothique. Mais justement, moi j'aimerais bien savoir pourquoi l'archevêque était à Sens. Je ne veux pas du tout être inconvenant par rapport aux auditeurs qui habitent Sens, mais j'aimerais comprendre pourquoi à l'époque l'archevêque était à Sens et pas à Paris. Parce que la géographie ecclésiastique de la France jusqu'en 1790, c'est celle du IVe siècle. On ne modifie que très peu la trappe des diocèses, un petit peu au début du XIVe siècle et puis un petit peu depuis le XVIIe. Mais grosso modo, les centres ecclésiastiques du catholicisme français jusqu'en 1790 sont ceux de l'époque de Constantin. On a un archevêque à Arles, on a un archevêque à Narbonne, bien que ces villes n'aient pas connu une croissance urbaine comparable à d'autres. Et Dijon doit attendre 1731 pour être siège épiscopal, par exemple, qui dépend de Langres. Donc il y a une forme d'incongruité dans la taille de Notre-Dame par rapport à l'importance que cette ville, Paris, pouvait revêtir pour le catholicisme à l'époque. Voilà, et c'est vraiment la démographie et le politique qui l'emporte dans le choix de construire ici une très vaste cathédrale. Est-ce que ça veut dire, Nathalie Hennig, qu'on est finalement rattrapé par les symboles, puisque cette émotion qui a été suscitée par l'incendie de Notre-Dame, c'est peut-être le signe qu'on ne peut rien contre les symboles et que finalement nous sommes souvenus que nous étions la fille aînée de l'Église, que sais-je. On est rattrapé par les symboles, mais aussi rattrapé par le passé. On voit bien qu'un objet au temps présent est chargé de tout son passé, évidemment. Mais ce qui est intéressant, et c'est ça qu'on a essayé de comprendre dans le livre, en essayant de travailler sur les raisons de l'émotion, c'est que Notre-Dame permet, en tout cas l'incendie de Notre-Dame, est un événement qui mobilise à peu près tous les registres de valeurs qu'on a pu identifier. La question, donc je l'ai dit, de l'authenticité, de la beauté, de l'éthique aussi, avec le courage des pompiers, donc la symbolique avec l'herméneutique, la mystique. On a aussi les dimensions opératoires, de fonctionnalité pour la reconstruction, le type de matériaux qu'on va utiliser, la dimension juridique qui a été fondamentale au moment de la loi d'exception. Enfin, on a une variété je les énumère pas toutes parce qu'on n'a pas le temps, mais on a une variété de valeurs qui sont condensées dans cet événement monstre et qui explique parfaitement, je crois, l'intensité et l'ampleur de l'émotion, l'intensité par le fait que les gens sont très intimement touchés au point de pleurer, etc., et l'ampleur au sens où c'est au niveau mondial. Et là, c'est de ce point de vue-là totalement exceptionnel. Mathieu Lours, la reconstruction, vous l'avez suivie en tant qu'historien. Qu'observe-t-on dans les différents choix qui ont été arrêtés pour reconstruire Notre-Dame? Alors, tout d'abord, c'est vraiment le premier grand chantier de restauration de cathédrale du XXIe siècle après un événement traumatique. Le XXe siècle avait été marqué par les 2 guerres mondiales qui avaient profondément blessé le patrimoine et en particulier les cathédrales. Au XXIe siècle, on n'avait pas eu d'événement de ce type. Et la reconstruction, finalement,
est la première restauration du XXIe siècle. En ce sens que non seulement on a fait le choix de l'identique, reconstruire Notre-Dame telle qu'elle était à la veille de l'incendie, mais aussi le choix de l'authentique. Et ça, c'est vraiment nouveau. Par exemple, les parties de charpente qui dataient du XIIe siècle ont été restituées avec des outils, ont été travaillés avec des outils qui sont des outils du XIIe siècle. On a recréé pour la circonstance des haches, par exemple, qui permettent aux charpentiers de travailler avec les mêmes gestes qu'au XIIe siècle. Et les parties de charpente qui dataient du XIXe, celles reconstruites par Viollet-le-Duc, sont en boissier et boulonnées comme au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on peut faire une lecture archéologique d'un objet qui, dans sa matérialité, date de 2023-2024, en comprenant ce qu'il remplace. Et ça, c'est vraiment très nouveau. Mais surtout pour des parties non visibles. Est-ce que ça n'est pas un peu du fétichisme, Mathieu Lours ? Alors, ça n'est pas du fétichisme parce que ça n'est pas un fixisme. C'est pas la charpente médiévale. Il y a des fermes métalliques qui ont été ajoutées, un système de brumisation pour éviter que l'incendie ne se répète. Il y a un vrai travail d'architecte de la part de Philippe Villeneuve pour penser cette charpente comme une charpente actuelle. Donc, c'est vraiment une création qui inscrit l'héritage dans sa matérialité, dans sa conception. Et c'est vraiment typique des chantiers qu'on a aujourd'hui. Je pense en particulier du grand chantier de reconstruction de la flèche nord de la cathédrale basilique de Saint-Denis, qui est en train de commencer actuellement, qui est exactement dans le même esprit. Nathalie Hennig. Oui, on a là typiquement ce qu'implique la valeur d'authenticité, c'est-à-dire la continuité du lien entre l'état actuel et l'état premier, l'état primitif. Et c'est ça la définition de l'authenticité. Et on voit bien comment ces questions de reconstruction nous obligent à la fois à prendre en compte cette question de l'authenticité en maintenant au maximum la continuité de ce lien, notamment, Mathieu Lours vient de le dire, par le choix des matériaux, des outils, etc. Mais en même temps, ajoute des dimensions actuelles, notamment la question de la sécurité, qui oblige à introduire d'autres valeurs, par exemple la valeur opératoire de sécurité ou d'efficacité ou de rapidité, puisqu'on a beaucoup discuté sur la question de savoir s'il était légitime d'introduire une exigence de rapidité du chantier pour qu'il soit terminé avant les Jeux Olympiques. Bon, et donc on a toutes sortes de dimensions qui viennent se coller, s'appliquer à ce cas, et qui sont toujours des dimensions dont on peut comprendre la logique à travers cette question des valeurs. Ça veut dire qu'on est très loin finalement de la doctrine Viollet-le-Duc, Mathieu Lours, puisque beaucoup de monuments qui datent de cette époque ou d'une époque postérieure ont été refaits par Viollet-le-Duc de manière complètement, comment dirais-je, aujourd'hui elle paraîtrait fantaisiste, incongrue. Je sais pas, il y a l'hôtel de Sens, puisqu'on parlait de Sens tout à l'heure, qui est quasiment en face de Notre-Dame. Cet hôtel de Sens, il doit beaucoup à l'imagination postérieure à sa construction. Oui, c'est-à-dire qu'on est à la fois complètement dans Viollet-le-Duc et complètement au-delà de Viollet-le-Duc. On est dans du Viollet-le-Duc parce qu'on rétablit l'état de cet architecte, l'état visuel au moins à l'extérieur de la cathédrale de ce que cet architecte avait voulu, et donc on lui rend hommage et à la qualité esthétique de son travail. Néanmoins, on le dépasse complètement parce que notre état idéal, notre cathédrale idéale, c'est la cathédrale telle qu'on la connaissait. Au Moyen-Âge, l'état idéal, c'était l'état qui se projetait dans le futur. L'état idéal, c'était l'état de la cathédrale achevée. Ça pouvait prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais l'état idéal, on n'y arrivait jamais en réalité, ou presque. Et nous, notre état idéal, c'est l'état qu'on avait à la veille de la transformation. Donc c'est ni l'idéal absolu de Viollet-le-Duc, ni l'idéal du futur de l'évêque du Moyen-Âge. C'est un idéal qui est patrimonial. C'est l'idéal de la permanence, l'image réconfortante du monument tel qu'il a toujours été. Et j'aime beaucoup ce mot de monument. On parle beaucoup de patrimoine, on parle d'héritage, mais Notre-Dame, c'est un monument historique. Et ce sens de monument historique, on est aujourd'hui en train pleinement de le redécouvrir. Monere en latin, ça veut dire avertir. Et on nous avertit effectivement de quelque chose qui renvoie aux identités. Mais alors, c'est très étonnant parce que autant on apporte énormément de soins, comme vous l'avez évoqué, Mathieu Lours, à la reconstruction à l'identique, autant par exemple le parvis et ce qu'il y a autour de la cathédrale, alors là, peut donner lieu à une multitude d'interprétations dont les choix peuvent être contestés d'ailleurs.
Oui, c'est la question des abords du monument, du lien entre le monument et la ville. Et là, effectivement, autour de Notre-Dame, on a une stratification qui va du Moyen-Âge, qui passe par la ville haussmannienne, la ville du XXe siècle. Et donc, c'est tout à fait logique que la ville du XXIe siècle vienne travailler son interface avec la cathédrale, et notamment avec notre sacralisation actuelle pour les éléments naturels, le miroir d'eau sur le parvis, les arbres, la végétalisation. Voilà, chaque époque projette autour de Notre-Dame. La Notre-Dame haussmannienne, c'était un bibelot posé dans une ville complètement ouverte. Et là, la ville du XXIe siècle, on va voir les arbres qui vont venir quasiment lécher la cathédrale dans une sorte de forêt urbaine. Oui, ça introduit Nathalie Hennig. la question très importante et dont on parle peut-être pas assez du tourisme, puisque ça, c'est la dimension actuelle qui est venue interférer avec le rapport traditionnel à Notre-Dame, cette monumentalité, si on peut dire, du tourisme, qui fait que ça rebat pas mal les cartes, notamment dans la question de l'aménagement des abords, mais aussi dans la gestion des flux à l'intérieur de Notre-Dame. Et cette question du tourisme, elle est un petit peu problématique parce qu'elle introduit des types de valeurs qui sont normalement pas présentes dans le rapport à une cathédrale, notamment une valeur ludique, de jeu, une valeur qu'on peut appeler esthésique de plaisir, une valeur économique, puisque le tourisme va avec des flux financiers, etc. Et donc uniquement des valeurs qui sont censées être plutôt des anti-valeurs dans un contexte à la fois patrimonial et religieux. Et c'est aussi cette dimension touristique qu'on a également analysé dans le livre, qui introduit de nouvelles problématiques qui font qu'on ne peut pas uniquement se baser sur le passé pour gérer cet événement monstre. Et oui, Mathieu Lours, parce que pour Notre-Dame, comme pour les autres cathédrales d'ailleurs, il faut aujourd'hui rappeler leur rôle religieux. C'est d'ailleurs ce que différentes pancartes invitent le visiteur à faire en lui rappelant qu'il s'agit d'un édifice religieux et qu'il doit se comporter conformément à la manière de se comporter dans un édifice religieux. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que les fonctions qui étaient évoquées par Nathalie Hennig, la fonction économique, la fonction ludique, elles existaient, mais elles étaient liées au sacré, au sacré religieux. Aujourd'hui, c'est plutôt une sacralisation patrimoniale. Au XVIIIe siècle, les chanoines de la cathédrale de Reims font démolir le labyrinthe de la cathédrale, parce qu'ils en ont assez que les enfants sautent dessus à pieds joints pendant les offices. Donc il y avait déjà des choses comme ça. Mais aujourd'hui, effectivement, on a une disjonction du sacré religieux et du sacré patrimonial et du ludique. Et la solution qui est en train d'être retenue à l'intérieur de Notre-Dame, elle est très intéressante parce que avant l'incendie, à Notre-Dame, on avait des cloisons amovibles qui isolaient l'espace des catholiques et l'espace des visiteurs, entre guillemets. Et on avait l'impression, quand on assistait à la messe à Notre-Dame, d'être un peu des catholiques en cage, avec des gens autour qui défilaient pour regarder ce qui se passait. Ces cloisons vont disparaître après la restauration, et donc c'est un pari qui est fait de la fluidité entre le statut de fidèle et le statut de visiteur, ce qui permet de recréer des continuités. Alors après, il faut voir comment ça va être géré, parce qu'il n'est pas question que les gens se promènent et traversent la nef pendant les offices. Voilà, il y a une question de dignité, mais on redécouvre cette question de la dignité nécessaire et de la tenue nécessaire à l'intérieur de l'édifice de culte, qui était déjà au cœur de réflexion après le Concile de Trente. Charles Borromée, archevêque de Milan, dans ses instructions sur les églises, demande justement de réfléchir à ce que c'est que la dignité du corps et de la tenue des personnes à l'intérieur de l'édifice de culte. Donc on est dans des continuités très profondes sur le rapport sociologique et anthropologique entre l'espace sacré et l'espace profane. Un mot de conclusion, Nathalie Hennig. Ce qu'il y a de très paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, Notre-Dame n'a jamais été finalement aussi contemplée lorsqu'elle sera achevée, lorsque le chantier de reconstruction sera achevé. Il est probable qu'il y ait beaucoup plus de visiteurs qu'avant l'incendie. Oui, bien sûr, puisque l'événement ajoute une valeur supplémentaire finalement à l'objet. Et c'est aussi ça qui est paradoxal, c'est qu'on n'en parle jamais autant que lorsqu'il est abîmé. Et ça fait partie des conséquences de tout événement. Ça fait parler et ça fait agir aussi. Et c'est en cela que c'est quelque chose qui est passionnant pour la sociologie, parce que au-delà de l'évidence de l'émotion, eh bien, il faut arriver à comprendre les raisons et les causes de l'émotion, et c'est ce qui nous a passionnés en écrivant ce livre. Un mot de conclusion, Mathieu Lours.
Eh bien, je crois que le grand rendez-vous du 8 décembre 2024, avec la réouverture de Notre-Dame, va être un moment fort, presque aussi fort que l'incendie, avec une émotion justement inverse, et qu'on va redécouvrir surtout une cathédrale totalement métamorphosée à l'intérieur. On parlait d'état idéal, et je crois que ça relève un petit peu de ça, avec une très belle surprise qui attend les futurs visiteurs. Merci beaucoup Mathieu Lours. Les cathédrales dans le monde entre religion, nation et pouvoir, c'est un livre publié en folio. Histoire, c'est un livre inédit. Nathalie Hennick, Notre-Dame des Valeurs, retour sur une émotion patrimoniale aux presses universitaires de France.